premier exercice de la série 4 d'électricité 3. Bon, l'exercice 1, bon, première question, c'est donner les équations de Maxwell dans un milieu linéaire homogène isotrope. La question 2, retrouver dans un milieu linéaire homogène isotrope caractérisé par sa permittivité diélectrique epsilon, ne présentant pas de propriété magnétique, c'est différente de celle du vide, ça veut dire sa perméabilité c'est mu0, de retrouver les équations de propagation du potentiel vecteur et du potentiel scalaire, sachant que le potentiel vecteur et scalaire sont liés donc dans l'hypothèse, disons, de la jauge de Lorentz, qui est divergence de A plus epsilon mu c est égal à mu0, d de v sur d de t égale à 0. Et la troisième question, dans le cas où le milieu est sans charge ni courant, c'est-à-dire ρ égale à 0 et J égale à 0, J de conduction, déterminer les équations de propagation du champ électrique E et du champ magnétique B. Bon, donc pour la première question, donner les équations de Maxwell dans le milieu linéaire homogène isotrope. Première équation, c'est l'équation de Maxwell-Gauss, donc soit avec D, soit avec E. Divergence de D doit être égale à ρ, donc ici ρ c'est ρ libre, et la divergence de E, puisque D est égal à epsilon E, donc on divise par epsilon et on a la divergence de E qui est égale à ρ sur epsilon. La deuxième équation, c'est l'équation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E est égal à moins d de B sur d de T. La conservation du flux, soit de H ou de B, divergence de H c'est égal à 0, et la divergence de B est égale à 0. Et l'équation de Maxwell-Ampère, c'est le rotationnel de H égale à J plus d de T sur d de T. D'accord? Bon, si je veux le rotationnel de B, d'accord, donc le rotationnel de B, on sait que H c'est B sur mu, puisque le milieu est linéaire, homogène et isotrope, donc par conséquent, on fait passer le H de l'autre côté, on a le rotationnel de B qui est égal à mu J plus epsilon d de E sur d de T, du fait que D c'est epsilon E, d'accord? Voilà, donc ça c'est l'équation de Maxwell-Ampère. La seconde question, c'est de te trouver les équations de propagation, donc c'est là l'équation de propagation du potentiel et l'équation de propagation du potentiel vecteur. Bien, donc les équations qu'on connaît, définition déjà relation entre B et A, c'est le B est égal au rotationnel de A. Et le E, le champ électrique, c'est égal à moins gradient de V, moins d de A sur d de T, puisqu'on est en régime variable. Donc on prend l'équation de Maxwell-Gauss qui est divergence de E, on remplace E par son expression, donc dans l'intérieur de la divergence, donc c'est moins gradient V moins d de A sur d de T, qui est égal à ρ sur epsilon. Bon, ici j'ai bien précisé que c'est ρ libre, donc ρ c'est ρ libre, d'accord, divisé par epsilon, et on a la divergence d'un gradient, c'est le Laplacien, donc on a Laplacien, donc divergence, on développe, donc divergence du gradient, et puis disons la dérivée par rapport au temps de la divergence de A. Bien sûr, l'équation, donc on obtient le Laplacien plus la dérivée par rapport au temps de la divergence de A. On intervertit la divergence avec la dérivée par rapport au temps, et qui doit être égal à moins ρ libre sur epsilon. Là j'ai corrigé parce qu'il y a un signe moins ici qui est en facteur, donc on fait passer de l'autre côté. L'équation de Maxwell-Ampère, c'est le rotationnel de B qui est égal, on calcule, donc on a le rotationnel de B et B c'est égal au rotationnel de A. Donc ne pas oublier donc la question qu'on veut l'équation de propagation de A. Donc on remplace B par rotationnel de A. Bien, donc le rotationnel
de B. Donc à partir de l'équation de Maxwell-Ampère, c'est mu ici c'est mu 0, donc j'ai J epsilon, d'accord, dérivé par rapport au temps, donc dérivé par rapport au temps, vous voyez là, et puis E. Et on remplace E par cette expression, donc moins gradient de V, moins D de A sur D de, moins D de A sur D de T. J'ai développé le rotationnel du rotationnel de A. Rotationnel de A, donc c'est le gradient de la divergence de A, moins le Laplacien. D'accord? Donc le gradient, donc j'ai, on va, comment dire, on va changer le signe du Laplacien pour avoir un signe plus, donc ça veut dire que j'ai multiplié par un signe moins, donc je vais avoir Laplacien de A moins le gradient de la divergence de A, ça va être moins, cette expression, moins mu 0, J, epsilon, ainsi de suite, et puis la parenthèse à l'intérieur de la dérivée temporelle. D'accord? Et puis on développe, donc ça donne moins mu 0, J, hein, donc ce terme, moins le moins mu 0 avec le signe moins qui est à l'intérieur de la parenthèse, donc ça donne un signe plus ici. Donc mu 0 multiplié epsilon, d'accord? Et puis on va avoir le gradient de la divergence de V par rapport à T. On intervertit la dérivée spatiale du gradient avec la dérivée temporelle qui est la dérivée par rapport à T. D'accord? Plus le moins, donc on a dit le signe moins avec le signe moins dans un signe plus, devant la dérivée par rapport à la dérivée temporelle deux fois, hein, parce que j'ai la dérivée par rapport à t et une autre dérivée par rapport à t du vecteur, du potentiel vecteur A. Donc ça donne la dérivée seconde de A, donc avec un signe plus. D'accord? Donc l'équation de propagation, on l'écrit toujours avec un plus Laplacien. Ce qu'on fait toujours, hein. D'accord? Donc ça fait le Laplacien. Ce terme-là, la dérivée seconde temporelle, donc il y a un signe plus, on fait passer de l'autre côté, donc ça donne moins mu 0 epsilon, et on pose mu 0 V égale à 1 sur mu 0 1 sur mu 0 epsilon, donc mu 0 epsilon c'est 1 sur V carré, d'accord, qu'on a écrit ici, donc moins 1 sur V carré, la dérivée seconde de A au carré. Donc j'ai ici un moins gradient de la divergence de A, moins gradient de la divergence de A, et j'ai encore ici un gradient de la dérivée de V par rapport à T qu'on fait passer de l'autre côté, d'accord, en remplaçant bien sûr mu 0 epsilon par 1 sur V carré. Donc ça donne 1 sur V carré, la dérivée de V par rapport à T, qui va être égale, donc il reste que ce terme-là de ce côté de l'équation, donc c'est égal à moins mu 0 J. Bon, regardons l'intérieur du gradient, donc on voit qu'on a l'expression divergence de A plus 1 sur V carré, la dérivée de V par rapport à T, qui n'est autre que la jauge de Lorentz, d'accord, le choix de la jauge de Lorentz, qui est la divergence de A plus 1 sur V carré, la dérivée de V par rapport à T égale à 0. Bien, donc on en déduit, les équations de propagation. Donc la première, puisque ce terme-là, le gradient est égal à 0. Donc Laplacien de A, moins 1 sur V carré, la dérivée de A au carré par rapport à T carré, c'est moins mu 0 J. D'accord? Et l'équation qu'on a, comment dire, l'équation de propagation du potentiel scalaire, qui est Laplacien de V plus D sur D de T. D sur D de T, on a la divergence de A, et la divergence de A, c'est moins, hein, puisque la divergence c'est moins V carré, moins 1 sur V carré, la dérivée par rapport à T. Donc, on va avoir moins 1 sur V, moins plutôt celle-ci, hein, donc moins 1 sur V carré, hein, puisqu'on reprend l'expression. Hein, donc ici, j'ai la dérivée par rapport à T de la divergence de A. D'accord? Et on remplace divergence de A par moins 1 sur V carré, la dérivée de V par rapport à T, dans cette expression-là. Donc ça va donner moins 1 sur V carré, dérivée par rapport à T, de la dérivée par rapport à T de V. Donc ça donne la dérivée seconde de V par rapport à T carré, qui est égale à moins ρ libre sur epsilon. La troisième question, c'est dans le cas où le milieu est sans charge, donc on va poser
supposé ρ égale à 0, ni courant, donc J libre ou J est égal à 0, ce qu'on a noté J. Déterminer les équations, donc on déduire plutôt, hein, donc ça veut dire ça, donc on déduire à partir des équations qu'on a trouvées ici dans la question 2, les équations de propagation du champ électrique E et B dans le cas où il n'y a ni charge ni courant. D'accord. On peut l'en déduire, mais on peut aussi, disons, les calculer directement. Bien. Donc si ρ égale à 0, on a la divergence de E qui va être égale à 0. C'est ρ libre sur epsilon. Et si J est le rotationnel aussi, hein, donc de les équations de Maxwell-Faraday, qui est rotationnel de E qui est égal à moins d de B sur d de t. Maintenant, si J égale à 0, l'équation de Maxwell on perd, J est égal à 0, donc il reste que le courant de déplacement epsilon d de E. Donc ça va être rotationnel de B, mu 0, epsilon d de E sur d de t. Ce que je vous fais remarquer ici dans l'équation de Maxwell-Ampère, ce que je viens juste de dire, donc si J égale à 0, il va rester mu epsilon d de E sur d de t avec U qui est égal à mu 0. Et dans le cas de l'équation de Maxwell-Gauss, ρ étant égal à 0, donc la divergence de E va être égale à 0. Bon, on va calculer directement, disons, l'expression du rotationnel de E. Rotationnel du rotationnel de E, c'est le gradient de la divergence moins le Laplacien. Mais le rotationnel de E étant égal à moins d de B sur d de t, donc je remplace rotationnel de E par moins d de B sur d de t, et on sort le signe moins, d sur d de t, et il reste le rotationnel de B. Et le rotationnel de B, c'est mu 0 epsilon d de E sur d de t, qu'on a exprimé ici, hein, donc à l'intérieur de la parenthèse. Bon, mu 0 epsilon, hein, on a dit mu 0 epsilon, c'est 1 sur v carré, donc ça va être moins 1 sur v carré, le signe moins c'est celui-là, hein, de l'équation, et la dérivée temporelle de la dérivée de E par rapport à t, donc ça donne la dérivée seconde de E par rapport à t carré. Donc par conséquent, donc le rotationnel du rotationnel de E, qui est le gradient de la divergence de E moins le Laplacien, ça va être moins 1 sur v carré, ce terme-là, la dérivée seconde, moins 1 sur v carré, la dérivée seconde de E par rapport à t carré. La divergence de E, on a dit qu'on est dans le cas où la divergence de E serait égale à 0, donc il reste le Laplacien, donc on fait passer moins le Laplacien de l'autre côté, donc ça donne Laplacien de E moins 1 sur v carré, la dérivée de E par rapport à t carré. Donc ça c'est l'équation de propagation du champ électrique dans un milieu matériel linéaire homogène isotrope, d'accord, de permittivité epsilon et de perméabilité mu 0. Même démarche dans la démonstration pour trouver l'équation de propagation de B. On calcule le rotationnel du rotationnel de B, qui est le gradient de la divergence moins le Laplacien. Et puis on a aussi donc rotationnel de B. Rotationnel de B, c'est mu 0 epsilon d de E sur d de t. D'accord? Donc rotationnel du rotationnel, donc c'est rotationnel de mu 0 epsilon d de E sur d de t. En mu 0 epsilon, c'est 1 sur v carré, et on intervertit la dérivée temporelle avec le rotationnel. Donc on va voir le rotationnel de E qui est moins d de B sur d de t, donc qui donnerait la dérivée seconde de B par rapport à t carré. Donc par conséquent, on fait passer le Laplacien de l'autre côté. Bien sûr, la divergence de B, on sait qu'elle est égale à 0, donc ce terme-là s'annule. Donc il reste le Laplacien de B moins 1 sur V carré, la dérivée seconde de B par rapport à T carré qui est égale à 0. D'accord? Donc je vous fais remarquer, comme dans le cours, d'ailleurs dans cet exercice-là, c'est un exercice de cours, l'équation de propagation est la même équation de propagation que celle du vide, à condition de travailler avec la vitesse v qui est mu 0, 1 sur la racine carrée. Donc la vitesse de propagation, c'est 1 sur la racine carrée de mu 0 epsilon, qui est, disons, une équation analogue, ces deux équations,
Dans le cas du vide, vous avez déjà vu que la vitesse de propagation, c'était 1 sur la racine carrée de mu0 epsilon 0. On remarque, puisque le epsilon 0, puisque le epsilon plutôt le epsilon du milieu, hein, d'accord, donc l'epsilon du milieu étant réel, et si je regarde les solutions ondes planes monochromatiques, bien sûr, le B, on a vu le cours, le B, c'est égal à K vectoriel E sur V, donc il forme un trièdre direct, et disons, donc je représente ici donc la forme, donc c'est une représentation de la forme de l'onde, donc c'est une transversale électrique et magnétique, donc le champ électrique donc est là, donc la direction, ça c'est la direction de propagation, donc le champ électrique, hein, que vous voyez, donc représenté ici donc par cette courbe, et le champ, la courbe bleue, et le champ magnétique lui est perpendiculaire, et on voit ici donc ça, sa variation, d'accord, voilà. Donc je reprends donc les remarques, j'ai rajouté les remarques suivantes. Dans la propagation, on a le fait que epsilon est réel. On sait d'après le cours que la propagation de l'onde donc va se faire sans atténuation. Et sans atténuation, la propagation de l'onde électromagnétique, hein, de l'onde électromagnétique, donc je rajoute le O, hein, donc de l'onde électromagnétique est sans atténuation, car epsilon est réel. Bon, les solutions de ondes électromagnétiques planes monochromatiques, des deux équations qu'on a ici, de cette équation-là, de la Laplacienne de E moins A sur V carré d carré de E sur dt carré, donc sous cette forme, d'accord. Donc c'est E0 exponentielle moins I oméga t moins kz. Je vous rappelle toujours donc la convention ici moins I. On peut aussi avoir la convention plus I. On fait très attention à ça. Et donc celle-là avec le signe moins devant le kz avec oméga t plus oméga t moins kz est progressive. Et celle-là avec le plus oméga t plus kz est régressif, d'accord. Et dans ce cas-là, donc B c'est K sur oméga vectoriel E, K, E et B forment un trièdre direct. Bon, ici on représente donc ces deux ondes, hein, donc les ondes progressives, l'expression de l'onde progressive, donc qui se déplace dans cette direction par exemple, direction de propagation. Donc le champ électrique donc reste, d'accord. Et il est, on dit dans ce cas-là, donc polarisé, hein, donc vous savez bien, polarisé rectilinément, donc il est porté par X, j'ai pris cette expression. Sinon, s'il est polarisé soit circulairement ou elliptiquement, donc on enlève le EX et on met un vecteur sur E0. Mais ça veut dire que le E0, c'est dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation. D'accord. Donc le champ électrique, comme vous voyez ici, donc à tout instant, le champ électrique et le champ magnétique et K forment un trièdre direct. L'exercice de la série, on dit l'énoncé, donc deux ondes monochromatiques électromagnétiques, deux ondes électromagnétiques planes et monochromatiques de même amplitude, d'accord, et de pulsation oméga, elles ont la même pulsation oméga, se propagent dans un milieu linéaire homogène isotrope neutre, suivant les sens opposés de l'axe de l'axe OX. Leurs champs électriques respectifs donc sont E1 et E2, d'accord. Donc on n'a pas besoin d'exprimer B, puisqu'on peut dire B à partir B1 à partir de E1, le champ magnétique associé à l'onde 1 B1 et le champ B2 qui serait K2 sur oméga vectoriel E2, d'accord.
La permittivité du milieu diélectrique, on en note epsilon. La perméabilité, on en note mu0, c'est celle du vide. Donc c'est un milieu qui a la même perméabilité que celle du vide. On note V, le module de la vitesse de propagation. Donc le V qui est 1 sur la racine carrée de epsilon sur mu0. Et on note E, le champ résultat. C'est-à-dire en un point. M, E, ça va être la somme des deux champs, le champ E1 plus le champ E2. Bon, dans tout l'exercice, utilisez la notation réelle et la fonction sinus. D'accord? Donc on va travailler avec la notation réelle. Première question. Petit a. Écrire les expressions du champ électrique E1 et E2. Et donc déduire aussi les expressions du champ magnétique B1 et B2. Bien, donc l'expression de E1, donc des nombres monochromatiques plane, monochromatique progressif, peut s'écrire en notation réelle en utilisant le sinus, comme ils disent. Donc c'est sinus oméga, normalement c'est oméga t moins kx, puisque x c'est la direction de propagation. Donc c'est oméga facteur de t moins x sur v porté par y. D'accord? Sont opposés, se déplacent dans des directions opposées. Si celle-ci est prise progressive, l'autre, on va la prendre régressive. Donc on change le signe entre t et x. D'accord? Donc ici j'ai le signe moins, c'est l'onde progressive, c'est E1. Et l'onde régressive, donc je la note sinus oméga, parenthèse, t plus x sur v. Le champ magnétique associé à l'onde 1, donc associé avec E1, donc c'est K1 vectoriel E1 sur oméga. D'accord? Et on calcule, hein, donc K1, d'ailleurs on l'a déjà démontré dans le cours, hein, donc il suffit de prendre on calcule le module de B1, module de B1 c'est E1 divisé par la vitesse de propagation, et puis la direction est donnée par le produit vectoriel de K vectoriel E1. K est porté par EX, E1 est porté par EY, donc on va avoir EX vectoriel EY qui n'est autre que Z. Donc de même ici, K, ça va donner K2, je l'ai précisé ici, donc B2 c'est K2 vectoriel E2 sur oméga. D'accord? Mais K2, la direction de propagation de l'onde est de l'onde 2, donc elle est régressive. Donc K2 est porté par moins EX. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a le signe moins. Et puis le module de K c'est bien oméga sur V, donc c'est moins 1 sur V EX vectoriel E2. Et E2, c'est E2 porté par un module. Hein, donc c'est E2 porté par EY. On calcule produit vectoriel EX vectoriel EY donne EZ. D'accord? La question 1C, c'est donner les équations, écrire. Hein, il suffit d'écrire les équations de propagation des champs électriques E1 et E2. Bon, on demande dans cet exercice d'écrire l'expression de l'équation de propagation. Donc l'équation de propagation, elle est suivant, les deux ondes se propagent suivant EX, donc ça va être la dérivée seconde, normalement c'est le Laplacien de E1 moins 1 sur V carré, la dérivée seconde de E1 par rapport à T carré, mais le Laplacien de E1, puisqu'on a une seule variable de propagation, donc ça va être le Laplacien c'est la dérivée par rapport à X carré de E1, la dérivée de carré par rapport à Y carré de E1 et la dérivée seconde par rapport à Z carré de E1 sont nuls. D'accord? Donc il ne reste que cette expression-ci. De même pour E2, qui est la dérivée seconde de E2 au carré par rapport à X carré moins 1 sur V carré, la dérivée de E2 par rapport à T carré. Ici, on demande d'écrire et non pas de démontrer. Pour le démontrer, vous savez comment faire. Gradient de la divergence, le rotationnel de E est égal au gradient de la divergence moins le Laplacien, et puis continuer la démonstration. La deuxième question demande de calculer maintenant, c'est-à-dire de démontrer, de calculer les expressions du champ E et B. Le champ E, je vous rappelle,
que c'est la somme E1 plus E2. Donc B, on le précise ici, c'est B1 plus B2. Et aussi le vecteur de pointing, d'accord? Et sa valeur moyenne est de faire une conclusion. Bien, donc le champ E résultant qui est E1 plus E2, E1 c'est E0 sinus t moins x sur V, et E2 c'est aussi E0 sinus oméga t plus x sur V. On met le E0 en facteur, donc il reste sinus oméga t moins x sur V plus sinus oméga t plus x sur V. Je répète l'expression du champ résultant, hein, donc qui est E. On a la somme E0 et puis le sinus oméga t moins x sur V plus sinus oméga t plus x sur V. Alors, il y a un plus ici et on a ici un moins dans l'expression de 1. Bon, j'ai développé le sinus, donc on a ici un sinus A moins B et là un sinus A plus B. D'accord? Le sinus A moins B, c'est sinus A cosinus B moins le cosinus A moins sinus B, d'accord? Avec ici A c'est oméga t et B c'est oméga x sur oméga x sur V. Faites attention, hein, donc on a sinus ici, sinus oméga t moins x sur V, et là on a le sinus oméga t plus oméga x sur V, ne pas oublier le oméga. J'ai rectifié, donc ça donne sinus oméga t cosinus oméga t x sur V, on a un signe moins, donc le moins cosinus oméga t, et puis sinus oméga x sur V, ne pas oublier le oméga qui était ici en facteur. Et puis on a le sinus A plus B, donc avec A c'est oméga t et B c'est oméga x sur V. Donc le sinus oméga t plus oméga x sur V, ça va être le sinus oméga t cosinus oméga t x sur V, et puis plus, on a un plus ici, donc c'est un plus, le cosinus du sinus oméga t, et puis le sinus de ce terme-là, donc oméga x sur V. Bon, on voit bien que ce terme se simplifie avec ce terme, et que ce terme-là se répète, hein, donc deux fois, donc on a 2E0 sinus oméga t, cosinus oméga x sur V, donc bien sûr porté toujours par y. Le champ magnétique résultant, donc c'est B1 plus B2, on prend l'expression de B1 qui est E1 sur V divisé par EZ, et puis B2 c'est un signe moins E2 sur V. E2 c'est le module du champ électrique E2, d'accord? Donc c'est E0 sinus oméga t plus x sur V, d'accord? Et on divise par V. Donc ça revient à diviser le E0 par V. Bien, donc ça donne pour B1 c'est E0 sur V, d'accord? Le module de B1. Module de B1 c'est quoi? C'est tout simplement le module de E1 divisé par V, d'accord? Bien, voilà, je l'ai exprimé ici. B1, le module, donc on calcule le module de B1 qui n'est autre que E1 sur V1. On prend le champ magnétique, son module, et on divise par la vitesse de propagation de l'onde 1, qui est V. D'accord? B2, donc il va être porté par quel vecteur? Le vecteur B1. Le vecteur B1, comment dire, c'est K1 vectoriel, hein, que vous voyez ici, hein, donc K1 vectoriel, K1 sur oméga qui est 1 sur V, EX vectoriel, donc c'est E1 sur V, EZ, d'accord? Donc c'est E1 sur V, et B2 c'est moins E2 sur V, hein, moins E2 sur V, les deux portés par EZ. Et on remplace E1 par son expression, donc le E0 va être en facteur, donc ça fait E0, V aussi il est en facteur, donc il reste le sinus oméga t moins X sur V, moins le sinus oméga t plus X sur V. Bien, donc là on a un signe moins, et là le sinus est un signe plus, mais attention, il y a un signe moins ici qui est en facteur, donc on a moins sinus oméga t cosinus et moins cosinus sinus. D'accord? Donc ce premier terme, sinus oméga t cosinus oméga x sur V, se simplifie avec ce terme, puisqu'il y a un signe moins devant. D'accord?
et on va avoir cosinus oméga t avec un signe moins, sinus oméga x sur v qui se répète deux fois. Donc c'est moins 2 E0 sur v, cosinus oméga t, cosinus oméga x sur v porté par EZ. Question suivante de B, c'est de calculer le vecteur de Poynting et puis de calculer sa valeur moyenne et de conclure. Le vecteur de Poynting par définition c'est E vectoriel H ou E vectoriel B sur mu0, hein, donc E vectoriel B sur mu0. Disons attention que le E et B doivent être en notation complexe. Hein, donc, changer la notation, changer pour le vecteur de Poynting. Donc, dans le courant, on le note pi en vecteur. Donc, ça fait E vectoriel B sur mu0. On a déjà E. E c'est 2 mu0 sinus cosinus oméga t, oméga x plutôt sur v porté par EY, hein, donc EY qui est là. Et puis l'autre c'est moins de b, c'est moins de u0 sur v cosinus oméga t, cosinus oméga x sur v porté par EZ, d'accord. Il y a un signe moins, donc qu'on a reporté ici, donc 2 multiplie 2 c'est 4, e0 carré, et puis divisé par v, donc ce terme là, et on a cosinus oméga x sur v, alors qui est ce terme là, et on a le sinus comment dire, le sinus de oméga t, on l'a mis là, donc le sinus oméga t, le cosinus oméga t aussi, donc il est là, donc cosinus oméga t, et puis donc j'ai dit que le cosinus oméga x sur v, donc là, et le sinus de b, le cosinus de oméga x sur v. Il y a eu une petite erreur dans l'expression de b, hein, parce que ce terme là simplifié donc avec ce terme, et on a moins 2, c'est vrai, E0 sur v et cosinus oméga t, et là on a de sinus oméga t, d'accord, donc sinus oméga t. Donc par conséquent pour le vecteur de Poynting, donc ça va être moins 4 E0 carré sur v comme j'ai dit tout à l'heure, cosinus oméga x sur v qui vient de E, le sinus oméga sur v, voilà, c'est ça, hein, donc sur v qui vient de l'expression de b, et on a EY vectoriel EZ, hein, puisqu'on a E vectoriel B, donc c'est EY vectoriel EZ, et les termes montés, on a sinus oméga t qui vient de l'expression de E, et le cosinus oméga t qui vient de l'expression de B. Donc, je vais avoir le 4, donc ici j'ai un cosinus qui multiplie un sinus, et ici aussi en oméga t, un sinus qui multiplie un cosinus. Donc, ça va donner donc 2 fois cosinus fois sinus, c'est sinus de θ, hein. Donc sinus de θ c'est 2 fois cosinus sinus, donc par conséquent donc on va avoir moins E0 sur V, 2 cosinus oméga x sur V, sinus oméga x sur V, ça donne sinus 2 oméga x sur V, le 2 qui reste de 4, bon, on va le mettre ici devant le sinus oméga t cosinus, donc ça donne 2 fois sinus oméga t cosinus oméga t qui n'est autre que le sinus de 2 oméga t, et puis le produit vectoriel EY vectoriel Z, ça donne EY vectoriel EZ, ça donne EX. Si on calcule la moyenne temporelle, d'ailleurs, hein, donc c'est la moyenne temporelle, il faut noter. C'est la moyenne temporelle du vecteur de Poynting, donc ça donne le sinus 2 oméga x sur v, donc est une constante, il ne dépend pas de t, et on va avoir la moyenne du sinus 2 oméga t. Donc le sinus étant impair,
La moyenne temporelle de sinus 2 oméga t elle est égale à 0. Donc la moyenne du vecteur de Poynting elle est égale à 0. Bien, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de propagation d'énergie, que l'onde était stationnaire. Ce qu'on savait déjà, hein, puisque le champ, on avait deux ondes de même amplitude, l'une progressive, l'autre régressive. Donc on a ce qu'on appelle une onde stationnaire. L'exercice 3 de la série, on lit l'énoncé, donc une onde plane progressive monochromatique, donc on travaille toujours donc avec les ondes planes monochromatiques, attention, et donc ici le terme au terme progressif, de vecteurs d'onde K1 et de pulsation oméga se propagent dans l'air. Donc l'onde elle est là, donc elle arrive dans le schéma, sur le schéma vous voyez, donc on est dans l'air, donc milieu 1 c'est l'air. Et arrive en incidence normale. Donc ça veut dire que le vecteur K1 est perpendiculaire au milieu 2, d'accord, à l'interface, entre la surface de séparation entre les deux milieux. En incidence normale sur une plaque en verre d'indice N. La plaque en fer, c'est le milieu, c'est le milieu 3, d'accord. C'est ça, hein? Donc d'indice N, recouverte, c'est la plaque, donc qui est le milieu 3, d'indice grand N, recouverte d'une couche mince d'épaisseur E, d'accord. Voilà, donc de x égale à 0 à x égale à E, là il y a une couche mince, de quoi? D'un milieu diélectrique transparent, d'accord. Transparent qui veut dire d'indice N, c'est-à-dire sa permittivité est réelle. Donc il n'y a pas d'atténuation de l'onde à l'intérieur, hein, c'est ça ce qu'il faut bien comprendre. Elle est repérée par l'indice 1, donc cette onde-là qui était progressive, c'est ce qu'on a fait. Donc on a pris K1, l'indice pour l'onde incidente, et son champ électrique, on le note E1. Bon, il est polarisé rectilignement suivant la direction EY. Et en notation complexe, on va adopter la convention avec le signe moins I oméga t moins K1x. Donc faites très attention, des fois on utilise la notation avec le signe plus. Donc E1 c'est une onde plane monochromatique progressive, donc c'est E01 exponentielle, convention donc moins E1, donc c'est écrit donc à la fin c'est IK1x moins oméga t. Bien noter que l'onde progressive donc c'est le signe moins, donc le moins avec le moins, donc dans l'amplitude complexe, si on enlève le terme oméga t on le met en facteur, ça va être exponentielle plus IK1x. Et E01, c'est l'amplitude du champ électrique. Qu'est-ce qu'on précise ici? Les différents milieux sont des milieux linéaires homogènes et isotropes. La longueur d'onde utilisée, c'est 0,6 microns. Et de l'onde incidente. Et on prend N qui est, grand N qui est 1,5, donc c'est le vert. Expliquer qualitativement ce qui se passe quand l'onde incidente arrive en hexaglaçon, donc ça on peut répondre rapidement. En x égale à 0, donc ici, donc une partie de l'onde incidente est réfléchie, une partie de l'onde va être réfléchie, donc on représente son vecteur d'onde qui doit être opposé à K1, et une autre partie est transmise, donc transmise dans le milieu 2, d'accord. Deuxième question, représenter les différents champs, c'est-à-dire les représenter donc sur la figure. On prendra les différents champs électriques et magnétiques, on prendra tous les champs électriques dans le même sens que OY, d'accord. On va les prendre dans le même sens que OY. Voilà, donc le vecteur E1 est porté par Y et le trièdre doit être direct, donc B1 c'est K1 vectoriel E1 et dans cette direction. K1', donc c'est une onde réfléchie et son vecteur d'onde est dirigé suivant moins EX. Donc on prend E1' comme on l'a précisé dans l'énoncé suivant EY et on calcule K1' vectoriel E1', donc il va être porté par moins EY. Donc ici l'onde transmise, K2 est portée par EX, E2 est portée par EY, K2 vectoriel Y donne la direction de B2 qui est suivant K2 vectoriel EY, donc donne la direction de B2 qui est suivant EZ.
Donc cette onde-là transmise arrive en x égale à E. Donc une partie va se réfléchir. Donc si elle se réfléchit, l'onde, le vecteur d'onde est dirigé l'opposé à K2. Et puis E1', on l'a pris suivant Y. On calcule K2' vectoriel E2', qui est B2', qui va être porté par moins EZ. Donc arrivé en x égale à E, l'onde E2, B2, l'onde électromagnétique B2. Donc la partie qui va être transmise, on la note avec l'indice 3, on est dans le milieu 3. Et son vecteur d'onde, donc ça va être une onde progressive, puisqu'elle est transmise se déplaçant suivant l'axe des x, K3 est suivant EX, E3 est suivant EY, donc K3 vectoriel 3 d'onde B3 qui est suivant EZ, et on ne représente pas d'onde réfléchie dans le milieu 3, puisqu'il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de changement d'indice, comme on le sait, donc il n'y a pas aucune réflexion dans le milieu 3, donc il n'y a pas d'onde régressive dans le milieu 3. Bon, la question 3, que valent les modules des vecteurs d'onde K1, K1', K2, K2' et K3, exprimer les résultats en fonction de lambda et des indices, c'est-à-dire donner leurs valeurs. Question 4, pourquoi toutes les ondes électromagnétiques ont-elles la même pulsation oméga? Justifiez votre réponse. Bon, par définition, K1, l'onde incidente à la pulsation oméga, elle se déplace dans le vide, donc sa vitesse c'est c, donc K1 c'est oméga sur c, donc par conséquent c'est 2pi sur lambda. Maintenant K1', donc K1' c'est celle de l'onde réfléchie, son module, on le représente ici son module, donc la vitesse de propagation c'est c, et puisqu'on est dans le milieu 1, on est dans l'air, et la pulsation c'est oméga, donc oméga sur c c'est 2pi sur lambda. Maintenant on est dans le milieu 2. Le milieu 2 il est d'indice petit n. Donc K2 par définition c'est oméga sur la vitesse de propagation dans le milieu 2. Donc la vitesse de propagation dans le milieu 2 c'est c divisé par n. Donc c divisé par n, on remplace V2 par c divisé par n, donc ça donne K2 n oméga sur c. Et oméga sur c on sait que c'est 2pi sur lambda, donc ça donne 2pi n sur lambda. D'accord? K2', j'ai rajouté ici le prime, donc K2', c'est aussi donc en module oméga sur V2, c'est pas en vecteur, c'est oméga V2 porté par moins EX, d'accord? Mais ici on calcule les modules, hein, d'accord? Faites attention. Donc ça fait oméga sur V2, et V2 c'est C sur N, donc ça donne 2pi lambda n. Dans le milieu 3, l'indice c'est grand N. Donc K2 c'est oméga sur la vitesse de propagation dans le milieu 3 qu'on note V3. Et V3 c'est C divisé par N. D'accord? Donc K3 c'est N oméga sur C, et oméga sur C c'est 2pi sur lambda, donc ça donne 2pi sur lambda que multiplié. Maintenant, la question suivante, c'est-à-dire démontrer pourquoi est-ce qu'elles ont toutes la même pulsation, c'est une question de cours. Donc on prend la continuité de la composante tangentielle en x égale à 0 par exemple. Donc ça fait l'expression donc est la suivante. Celle-ci doit être vraie quel que soit t. On note pour l'onde réfléchie, on note sa pulsation oméga 1', et l'onde transmise ici, hein, donc l'onde transmise, le champ, on a près oméga 2. Donc seul pour cette relation est vraie quel que soit t, d'où seule possibilité, c'est que les oméga soient les mêmes, hein. Donc on va avoir oméga est égal à oméga, comment dire, le oméga 1' doit être égal à oméga 2, doit être égal à la même pulsation, à oméga, la pulsation de l'onde incidente. D'accord? Question 5, on demande d'écrire en notation complexe les expressions des champs électriques associés à chaque onde. D'accord? L'onde réfléchie, 1', l'onde transmise dans le milieu de E2, et l'onde réfléchie dans le milieu 2, et l'onde transmise dans le milieu 3 qu'on note en note 3. D'accord? Bien, donc l'onde réfléchie,
est une onde régressive, donc il y a un signe plus, donc oméga t plus K1', et on sait que K1' c'est K1, donc on l'écrit ici, d'accord. Son amplitude c'est E01', et il est porté par EY, d'accord. De même, le champ électrique dans le milieu 2, donc l'onde E2, comment dire, c'est une onde progressive, donc on ne peut pas oublier le signe moins ici. Et puis c'est n 2pi lambda sur 2pi sur lambda comme multiplié petit n, qui n'est autre que K1. Donc on écrit moins n K1x, donc toujours porté par Y. E2', donc c'est l'onde qui a été réfléchie dans le milieu 2, en x égale à E. Donc ça va être exponentielle moins, donc ça c'est la convention, oméga t, donc c'est une onde régressive, donc on écrit le signe plus, nk1x porté par y, l'onde dans le milieu 3 c'est une onde progressive, donc le signe moins, et son vecteur d'onde c'est n que multiplie k1 puisqu'il est égal k3 c'est n 2pi sur lambda, donc c'est nk1. nk1, donc ici on multiplie par x et il est porté par EY. Question 6, on déduire les expressions des champs magnétiques, des ondes électromagnétiques, en fonction des amplitudes des champs électriques associés. Bon, on a des ondes planes monochromatiques, B1 c'est K1 vectoriel E1 sur oméga, K1 EX, K1 est porté par EX, en modulant notre K1, et E1 c'est E01, l'exponentielle moins I oméga t moins K1X, porté par Y, donc le produit vectoriel EX vectoriel EY, il est porté par c'est EZ, donc on va voir K1 oméga E01, donc ça c'est pour l'amplitude, et l'exponentielle en moins I oméga t moins K1X, donc porté par EZ. B'1, donc définition c'est le vecteur d'onde K1', vectoriel E1' sur oméga. K1', donc on sait que c'est l'onde régressive, donc elle se propage suivant moins EX, donc voilà, donc son expression c'est moins K1 oméga EX, vectoriel, E1' qui est E01', exponentielle moins I oméga t, et le plus K1X parce que l'onde est régressive. On a EX vectoriel EY qui est égal à Z, et par conséquent c'est moins K1 sur oméga 01', donc ça c'est le terme d'amplitude, et puis l'exponentielle qu'on reporte ici qui est portée par EZ. B2 c'est K2 vectoriel E2 sur oméga, donc K2 E2 c'est E0 E2, exponentielle avec un signe moins nk1 qui est k2, hein, d'accord, moins nk1, donc on écrit là, hein, donc ça fait combien, donc ça fait k2 c'est petit n k1, hein, k2 c'est petit n k1, E02 sur oméga, exponentielle, donc on prend cette exponentielle, donc on reporte et on replace K2 par son expression en fonction, puisque K2 c'est petit n 2pi sur lambda, donc c'est petit n K1, d'accord. Et le produit vectoriel, on a EX vectoriel EY qui est égal à EZ. B'2, donc c'est-à-dire on reprend pratiquement le calcul qui a été fait pour B1 et B'1, il suffit de changer le signe, hein, le signe 1 par le signe 2. B2', donc ça va être moins K2, d'accord, donc E0 comment dire, E02, hein. C'est bien E02. E02 c'est le champ de l'onde 2, d'accord, donc E02 sur oméga, puis l'onde disons étant une onde régressive, d'accord, parce qu'elle était réfléchie en x égale à E, donc ça fait plus k de x porté par EZ, d'accord, donc son expression, c'est là, si je remplace K2 par petit n K1. Dans le milieu 3, B3,
Donc ça va être, disons, K3 vectoriel E3 sur oméga qui va donner une expression la même que celle-là, donc en remplaçant le 1 par le 3. Donc ça donne K3 sur oméga E03, l'exponentielle moins i, et puis moins K3, hein, vous voyez bien là, donc porté par Z. Donc en fait on calcule, disons B1 et B1', et puis après donc les autres on en déduit en changeant les indices correctement. Donc ça donne pour B3 NK1, parce que K3 c'est l'indice, attention. L'indice c'est grand N et non pas petit n, hein, donc je l'ai rectifié ici. Donc ça fait NK1, hein, ça c'est le module du vecteur K3, E03 d'ailleurs. E03, non pas E02, donc ça c'est E03, on reporte là, divisé par oméga, et puis l'exponentielle qui est là, donc moins i, parenthèse, oméga t, moins K3, K3 c'est NK1, porté par x, qui multiplie x, et puis le vecteur est porté par z, d'accord. Question 7, sachant que les différents milieux ne présentent pas de propriétés magnétiques, donc il n'y a aucune propriété magnétique, ça veut dire la perméabilité mu est égale à 0, et créer les conditions de passage que cela entraîne en x égale à 0 et en x égale à 1. D'ailleurs, il n'y a pas de charge, hein. Il n'y a pas de charge en x égale à 0 ni en x égale à e, il n'y a pas de courant sur ces surfaces de séparation. Bien, donc on se place dans le cas, il n'y a ni charge, il n'y a pas ni charge ρ est égal à sigma plutôt est égal à 0, ni charge surfacique, ni courant surfacique, JS, il n'y a pas de JS, d'où donc il y a continuité des champs électriques et magnétiques, c'est-à-dire il y a continuité des composantes tangentielles du champ électrique et du champ et de sa composante normale, mais il y a aussi continuité de la composante tangentielle et du champ magnétique B et la composante normale du champ magnétique B. Donc en x égale à 0, donc on a le milieu 1, donc on a le champ E1 et le champ E1'. Donc en x égale à 0. Bien, donc ça, pour le champ électrique, il est porté par Y, donc c'est une composante tangentielle. Donc la composante, disons la composante tangentielle de E, pour E1, donc c'était E01 exponentielle moins i oméga t moins K1 x, x égale à 0, donc le x égale à 0, donc l'exponentielle, il est égal à 1. Donc on va avoir E01, et pour E1', donc ça va être E01', et puis x égale à 0, donc ce terme n'existe pas, et on simplifie par l'exponentielle moins i oméga t. Par l'exponentielle moins i oméga t. D'accord. Dans le milieu 2, j'ai le champ E2, donc en x égale à 0, donc ce terme disparaît, l'exponentielle va se simplifier, et on va avoir E02. Et on a aussi l'onde qui a été réfléchie sur x égale à E, qui est E1', ça on est dans le milieu 2. D'accord. Donc x égale à 0, ce terme donc s'annule, l'exponentiellement égalité, il est en facteur, on va dans l'expression puisqu'il va être en facteur partout, donc on le simplifie. Donc il reste que l'amplitude E0 de prime. D'accord. Maintenant, continuité de la composante tangentielle de B. La composante tangentielle de B, composante disons tangentielle de B, donc je prends le champ magnétique de l'onde 1 qui est E01 divisé par C, d'accord, E01 divisé par C, le champ magnétique disons B1 c'est celui-là, hein, d'accord, pour x égale à 0, donc l'exponentielle on dit qu'il va se mettre son facteur, K1 sur oméga, donc ça c'est C, 1 sur C plutôt, donc E01 divisé par C qui est là, et puis B1', ça va être moins, donc le signe moins, E01' divisé par C, et B2,
ça va être nk1 e02 sur oméga, donc ça fait n e02 sur c, exponentielle moins i oméga t, puisque le x il est égal à 0. Et puis b2' qui est moins nk1, moins nk1 ou moins n... voilà, donc moins n, disons moins nk1. L'exponentielle moins i oméga t, le x égale à 0, le oméga t va ici, hein, donc le oméga t, le nk1x, donc ce terme, pour x égale à 0, bon, il est égal à 0, et l'exponentielle, il est en facteur. Donc par conséquent, donc je vais avoir c, il est partout, donc il se simplifie, et il reste E01, E01, le signe moins qui est là, donc il est là, d'accord, E01', hein, puisqu'on a ici K1 sur oméga partout, donc il se simplifie, et puis j'ai ici NK1 aussi, hein, donc vous voyez, donc l'expression, dans l'expression de B1 c'est K1 sur oméga, l'expression de B1' K1 sur oméga, dans l'expression de B2 K1 sur oméga, dans l'expression de B1 2', il y a aussi K1 sur oméga, donc dans cette équation, le K1 sur oméga se simplifie. Donc il reste dans le second membre, donc j'ai n, donc K1 sur oméga, on a dit, donc c'est simplifié, donc il reste n E02, donc n E02, et pour B1', il y a un signe moins, donc moins n E02', d'accord, moins n E02'. L'exponentielle aussi, moins oméga t, il est en facteur, il se simplifie de part et d'autre de cette équation. Bien, donc en x égale à e, on doit avoir continuité de la composante tangentielle. Donc dans le milieu 2, on a le champ électrique E2, le champ électrique E2'. Dans le milieu 3, hein, puisque x égale à e, c'est par le milieu 2 du milieu 3. Donc on a dans le milieu 3 le champ E03. Et oui, voilà. Donc si j'écris la composante tangentielle de E, donc reprenons, donc on est là. L'exponentielle, l'exponentielle moins oméga t, moins oméga t, moins oméga t dans tous les expressions des champs électriques. D'accord? Donc c'est un terme qui va se simplifier dans cette équation. Donc il va rester E02, exponentielle moins avec le moins, donc ça donne un signe plus nk1x, c'est ce terme-là. Et E2', j'ai E02', exponentielle, le signe moins, avec le nk1x. Donc E0', exponentielle moins nk1x. Et le milieu 2, le milieu 3 plutôt, le milieu 3, donc ça, le champ E2', il est dans le milieu 2, hein, d'accord, avec E2. Dans le milieu 3, j'ai le champ E3, donc ça, il est égal à E03, exponentielle, moins avec le signe moins, c'est plus INK1X. Hein, plus INK1X. Bien sûr, les exponentielles en oméga t se sont simplifiées. Maintenant, regardons pour le champ magnétique. Donc, continuité de la composante tangentielle, du champ magnétique. Donc, dans le milieu 2, j'ai B2 et j'ai B2 et j'ai B'2. Dans le milieu 3, j'ai B3. D'accord? Voilà, je vous fais voir sur le schéma. Donc dans le milieu 2, donc la surface de séparation, on veut écrire les conditions de continuité en x égale à e. Donc il y a continuité des composantes tangentielles, des champs électriques et des champs magnétiques. Donc dans le milieu 2, il y a le champ électrique E2 et le champ électrique E3. Et dans le milieu 3, il y a le champ électrique 3. Pour le champ magnétique, j'ai B2 et B'2 qui sont dans le milieu 2. Tous les deux, d'accord? Donc on doit écrire le champ résultant qui est B2 plus B'2, composante tangentielle, en x égale à E, doit être égal à la composante tangentielle. Ici dans le milieu 3, on n'a que B3. Bien, donc continuité de la composante tangentielle de B. Donc on a dit j'ai B2 et B'2, donc B2 c'est NK1 E02, le K1 sur oméga, K1 sur oméga, K1 sur oméga est dans les trois expressions des champs magnétiques, donc il va se simplifier. L'exponentielle moins I oméga t de même, donc se simplifie, donc j'écris simplement N
E02, donc n E02 et l'exponentielle, donc n02 pour le champ magnétique B2, exponentielle plus i petit n K1 E, d'accord, K1, puisqu'on est en x égale à, donc on est en x égale à E, x je dois le remplacer par E. B'2, il y a un signe moins, d'accord, il faut faire attention à ce signe moins, donc moins E02', le n, donc on a n qu'on a mis en facteur, et puis l'exponentielle, regardons, donc l'exponentielle en moins n K1x, donc en remplaçant x par E, donc exponentielle moins in K1x. Dans le milieu 3, donc on a le champ B3, donc ça fait n, le oméga sur K1 sur oméga, donc c'est simplifié dans l'équation. Et il reste n E03, donc ce terme-là, et l'exponentielle, moins avec le signe moins, donc c'est plus, dans le milieu 3. Donc dans le milieu 3, attention, B3, l'indice dans le milieu 3, c'est grand N et non pas petit n. D'accord. Donc ça donne exponentielle plus IN, IN K1, IN. Donc j'ai rajouté ici l'indice IN, NK11, NK1, E, NK1E, exponentielle plus NK1. D'accord. Bien, donc question 8. Le milieu 2 est une couche anti-reflet. Le milieu 1, donc c'est le vert, et la couche anti-reflet, c'est le milieu 2. C'est-à-dire que l'onde incidente ne va pas se réfléchir dans l'air en x égale à 0. D'accord. C'est-à-dire qu'on met, c'est pour les verres qu'on utilise dans les lunettes, d'accord. Lunettes, il y a une couche d'anti-reflet. L'intérêt, c'est qu'on ne veut pas de réflexion. En x égale à 0. Donc lorsque l'onde incidente arrive en x égale à 0, elle est complètement transmise et il n'y a pas de réflexion. Ça veut dire, donc on veut que l'onde incidente ne soit pas réfléchie en x égale à 0. Et on va poser le coefficient de réflexion en x égale à E. En x égale à E, c'est-à-dire ici. Le rapport, le coefficient de réflexion en amplitude. Faites attention. Différence entre les deux, coefficient de réflexion en amplitude et le coefficient de réflexion en énergie. Qui ne sont pas les mêmes. R, grand R, c'est petit r au carré. Donc ici, c'est le rapport petit r, c'est le coefficient de réflexion en amplitude, qui est le rapport des amplitudes de l'onde réfléchie sur l'onde incidente. Incidente, mais en x égale à E. Donc l'onde qui était incidente en x égale à E, c'est le champ, l'onde dans le champ, c'est E2. C'est la onde. Donc on prend E02' sur E02. Bon, on demande, utilisant les équations qu'on a trouvées dans la question 7, montrer qu'on obtient deux expressions différentes de R. Ça veut dire de calculer R. Donc on veut calculer R à partir des équations obtenues dans la question 7. Les équations obtenues dans la question 7, c'est l'équation 1, 2, 3, continuité de la composante tangentielle en x égale à E, en x petit e, donc de grand E, et aussi pour le champ magnétique, l'équation 4. Donc à partir de l'équation 1, on fait apparaître le terme petit r, donc, qui est le rapport E02' sur E02. Donc si je divise cette équation 1 par E02, donc ça donne 1 plus E02' qui est 1 plus R. Et on va voir ici E01 divisé par E02. On fait la même chose pour l'équation 2. Donc on divise par E02. Donc ça donne E01 sur E02. Donc ce terme-là. Et puis, comment dire, il n'y a pas de réflexion, bien sûr, attention. Il n'y a pas de réflexion, donc il faut poser 0,1' égale à 0. Il faut l'éliminer de cette équation. Donc il reste petit n, et puis E02 sur E02 c'est 1, et E02' sur E02 c'est R. Donc ça donne n, 1 moins R, comment dire. Et à partir des deux équations 1 et 2, j'en déduis, il y a deux équations, et on élimine le E02 sur E01. C'est-à-dire que je prends
par exemple, l'équation 1 moins l'équation 2. D'accord? L'équation 1 moins l'équation 2. Donc l'équation 1, c'est 1 plus R. L'équation 2, c'est n facteur de 1 moins R. Donc ça donne 1 plus R moins n plus nr. Et puis le R, ça donne R facteur de n plus 1. Et il va rester donc 1 moins n, qui est le tout, l'équation, donc ça va être égal à 0 puisque ce terme-là va se simplifier. Hein? Alors, si je fais 1 moins 2, ce terme-là se simplifie. Donc je vais avoir, attends, je vais l'écrire. Alors, donc le E01 sur E02, c'est 1 plus R, hein, donc je le note là, est égal, en même temps, est égal à n facteur de 1 moins R, de n facteur de 1 moins R. Donc on fait passer, on développe, donc ça fait n moins nr. Voilà, donc on développe, donc ça fait n moins nr. Et le nr, on fait passer de l'autre côté, donc ça donne r facteur de n plus 1, qui doit être égal à n, et le 1, on fait passer de l'autre côté, donc ça fait n moins 1. Donc par conséquent, donc r, c'est n moins 1, d'accord, divisé par le facteur n plus 1. Donc cette équation, on la note l'équation 5. Bon, maintenant, à partir de l'équation 3, donc on divise toujours donc par E02 pour faire apparaître le rapport E02' sur E02. Donc ça va être exponentielle moins nk1e, ce terme-là. Le E02 sur E02 est égal à 1. Et puis là, donc E03 sur E02. D'accord? Et l'exponentielle, c'est moins plus ni nk1e. Bon, on remplace le rapport E02', E02 par petit r, donc on a une équation, l'équation 6, donc avec un terme E03 sur E02. On fait la même chose donc, au niveau de l'équation 4, donc on divise par E02, donc ce terme-là, E02 sur E02, ça va donner 1, d'accord, voilà, donc ici, donc c'est 1, et puis là, E02', sur E02 n'est autre que petit r. Et il va rester E03 sur E02. Donc E03 sur E02, facteur de l'exponentielle INK1E et grand N. Donc cette équation, c'est l'équation 7. Donc maintenant, on va combiner les deux équations. C'est-à-dire qu'on va multiplier l'équation 6 par... on va la multiplier par grand N, et puis on va retrancher l'équation 7. Donc si je multiplie celle-ci par grand N, donc ça donne grand N que multiplie ce terme-là. D'accord? Voilà, donc qui est là. Donc grand N que multiplie ce terme-là. Premier terme de l'équation 6. Qui est là. Donc moins l'équation 7. L'équation 7, c'est moins petit n, et puis le terme qui est là, la parenthèse qui est là, on la reporte ici. Bien sûr, donc on voit que j'ai ici n E03 sur E02, n i exponentielle nk1e qui se répète. Donc si je fais la différence, l'équation 6 fois n moins l'équation 7, donc ça donne 0. On groupe les termes en exponentielle de même type. L'exponentielle moins i nk1e, l'exponentielle plus i nk1e. D'accord? Exponentielle moins i nk1e. Donc ça va être facteur, donc il y a un r exponentielle moins i nk1,2. Donc j'ai grand N, donc ce terme-là. Et j'ai un signe moins ici dans la parenthèse et un signe moins devant un petit n. Donc ça donne un signe plus. Qui va être égal, donc on fait passer le terme en exponentielle i petit n plus i petit n k1e. Qui va être égal à combien? Donc le premier terme, donc c'est celui-ci en petit n, il y a un signe moins petit n exponentielle i n1k1e. Si je le fais passer de l'autre côté, il y a un signe plus, d'accord? Et le grand N exponentielle moins i nk1e, si je le fais passer de l'autre côté, ça donne un signe moins. On en déduit r, on déduit le petit r qui est là. Petit r, donc s'écrit
petit n moins grand n, et petit n plus grand n au dénominateur. Et l'exponentiel, j'ai ici exponentiel in1k1e, et là j'ai un exponentiel avec un signe moins. Si je fais passer ce terme de l'autre côté, cet exponentiel de l'autre côté, donc ça va être un plus. Donc donc je vais avoir l'exponentiel 2in-k1, 2in-k1e. D'accord? Donc on a deux expressions de R, comme c'est demandé, on trouve deux expressions. Donc première expression donnée par l'équation 5, et la deuxième expression donnée par l'équation 8. Question 8b, donc on déduit que la solution physiquement acceptable, puisqu'on a obtenu deux expressions du coefficient de réflexion petit r, entraîne, donc l'équation, il y a une expression qui est acceptable et une autre qui ne serait pas physiquement. Donc entraîne que l'indice n et l'épaisseur minimale E d'un dépôt rendant anti-réfléchissant la plaque en verre sont donnés par petit n égale à racine de grand N et E est égal à lambda sur 4n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment dire, il faut utiliser donc un milieu, un anti-réfléchissant, une matière anti-réfléchissante d'indice petit n égale à racine de grand N avec une épaisseur qui serait la longueur d'onde de l'onde incidente, et on divise par 4 petit n, donc le milieu dans ce cas-là donc ne permettrait pas la réflexion, donc c'est un milieu anti-réfléchissant. Bon, l'équation 5, R est égal petit n moins 1 sur n plus 1, on voit que R est réel. Et dans l'expression 8, donc j'ai un exponentiel de INK1E, ça veut dire que, que R est complexe, mais il ne peut être réel que si l'exponentiel est, est égal à plus ou moins 1. D'accord? Ça veut dire, c'est-à-dire que le R est nécessairement réel, puisque le R dans l'équation 5 est réel, donc le R dans l'équation 6 devrait être réel, donc par conséquent, l'exponentiel, réel, pour qu'il soit réel, il faut que l'exponentiel soit égal à plus ou moins 1. D'accord? Et donc par conséquent, si l'exponentiel est nécessairement, ce que je connais écrit ici, donc nécessairement l'exponentiel égal à plus ou moins 1, donc le R serait petit n moins grand N sur n plus grand N que multiplie plus ou moins 1, d'accord, qu'on a écrit là. Et le PR de l'expression 5 devrait être égal au coefficient de réflexion donné par l'équation 8. Donc on va avoir n-1 sur n plus 1, ça c'est l'expression de l'équation 5, doit être égal à petit n moins grand N sur petit n plus grand N que multiplie plus ou moins 1. D'accord? Donc premier cas, donc on va prendre le plus. Donc si je prends le plus, ça veut dire que 2nk1e est de la forme de pi p. D'accord? Avec P qui est un entier, d'accord? Puisqu'on ne peut pas prendre le P, normalement en mathématiques, P appartient à Z, mais P, ici N est positif, K1 est positif, E c'est une épaisseur positive, donc P ne peut être que entier naturel, d'accord? Donc on simplifie par le 2, donc ça donne pi P sur NK1, d'accord? Bien, donc on a pris première solution, on a pris le plus 1. Donc le plus 1, ça donnerait ici, donc pour cette équation, donc n-1 sur n plus 1 égale à petit n moins grand N sur n plus grand N. D'accord? Et on développe, donc développement croisé, multiplication croisée. N-1 que multiplie n plus 1 devrait être égal à n plus 1 que multiplie n moins 1. Ce qu'on a écrit là,
et on développe. Donc n fois n c'est n carré, n fois grand n c'est n petit n grand n, moins petit n en développement le moins 1 et moins grand n, d'accord, pour ce terme-là. Et pour ce terme-là, donc j'ai n que multiplie n, c'est n au carré, petit n que multiplie moins n, c'est moins petit n grand n, et 1 que multiplie n, ça donne 1, et 1 que multiplie moins n, ça donne moins n. Donc on voit que ce terme-là donc va se simplifier, moins n avec le moins n, et le n carré avec le n carré, d'accord. Donc il reste n grand n, et moins petit n, et moins n grand n, et plus petit n, d'accord. On fait passer de l'autre côté, donc ça donne ici moins petit n grand n, si je le fais passer, ça donne 2n grand n. Et le petit n, si je le fais passer de l'autre côté, ça donne moins n. Avec le moins n, ça donne moins 2n. Donc on va mettre le 2n en facteur. Donc ça donne 2n facteur de n moins 1. Et qui est égal à 0. D'accord? Donc égal à 0, donc produit n que multiplie n-1, donc soit petit n égale à 0, soit grand n il est égal à 1. D'accord? Donc petit n égale à 0, donc ça c'est physiquement non acceptable, hein, donc un milieu d'indice 0 n'existe pas, hein, d'accord. Et ça veut dire qu'on a un milieu d'ailleurs, et c'est un milieu diélectrique, donc son indice c'est soit l'air, soit supérieur, d'accord. Donc et on sait que c'est un milieu diélectrique, donc le n est différent nécessairement supérieur à 1. Donc la première solution, donc celle-ci est impossible. Et la seconde, on sait que qu'on a le vert, on a un vert qui est d'indice 1,5. Donc ça peut pas être l'air, n égale à 1, c'est impossible, d'accord. Donc je vais l'écrire, donc impossible. Donc c'est une solution qui n'est pas acceptable, physiquement. Donc là il reste le deuxième. Cas. Deuxième cas, c'est de prendre l'exponentielle qui est égale à moins 1. Donc ça fait n moins n sur n plus petit n est égal à moins n moins grand n sur n plus grand n. D'accord? Donc on reprend de la même manière. Donc je vais avoir ici un moins n au carré. Je développe l'expression. Donc ça donne n carré plus n grand n, moins 1 avec le n moins n, moins 1 avec le grand n, moins grand n. D'accord? Donc ça c'est pour le premier terme. Multiplie n plus 1, que multiplie n moins 1 avec un signe moins. Donc ça donne moins n carré, c'est-à-dire le moins n carré, n grand n avec un signe plus, et puis moins petit n, 1 avec moins n, et 1 avec plus n. D'accord? Donc ce qui va se simplifier, c'est ce terme, donc n grand n des deux côtés, et moins petit n aussi, donc va se simplifier. Donc on va obtenir n carré, je le fais passer de l'autre côté, donc ça donne 2n carré, et le grand n, je le fais passer de l'autre côté, ça donne 2 grand n. Donc le 2 se simplifie, et on va avoir n carré égale à grand n. D'accord? Par conséquent, petit n est nécessairement égal à racine de n, ce qui était demandé. D'accord? L'épaisseur est donnée, comment dire, voilà, j'ai développé l'expression. Donc on est dans le cas où l'exponentielle 2i nke égale à moins 1. Donc ça veut dire que 2nk1e, c'est de la forme pi que multiplie de p plus 1, avec p appartient. Ça veut dire qu'elle est égale soit pi, soit 3pi, ainsi de suite. D'accord? Donc on tire e, qui est pi, et on divise par 2. Donc divise par 2, donc ça donne p plus 1 demi, et on divise par nk1. D'accord? K1 c'est 2pi sur lambda. Donc on voit qu'on va avoir pi et pi, le pi au numérateur et au dénominateur qui va se simplifier. Donc il reste au dénominateur 2n, et au numérateur, donc lambda, on va avoir lambda, hein, donc 1 sur lambda, donc devient lambda, qui multiplie p plus 1 demi sur 2n. D'accord? Donc ça c'est l'épaisseur, les épaisseurs possibles pour les différentes valeurs de p. D'accord? Donc la valeur minimale,
il suffit de prendre P égale à 0. Donc si je prends P égale à 0, donc ça donne lambda, et le 1,5 avec le 2 donne 4, donc 4m. Et l'application numérique, donc lambda c'est lambda c'est 0,6 microns, et on divise, disons, et n c'est la racine carrée de grand N, racine carrée de grand N, donc la racine carrée de 1,5, 1,22, et on tire donc l'épaisseur minimale qui devrait être de 0,1 micromètre pour que le milieu 2 soit un milieu anti-réfléchissant.